Bonjour à toutes et à tous. Alors, le but de cette capsule est de montrer le caractère relatif du temps, c'est-à-dire le fait que le temps ne s'écoule pas de la même façon dans tous les référentiels galiléens. Pour le montrer, nous allons exploiter une expérience de pensée appelée expérience de l'horloge de lumière, en utilisant le postulat d'Einstein. Alors, nous rappelons tout de suite le postulat d'Einstein sur lequel nous allons raisonner. La vitesse de la lumière dans le vide est la même dans tous les référentiels galiléens. Donc, on présente l'expérience. Une navette spatiale de pensée, évidemment, ultra rapide, contient un dispositif appelé horloge de lumière. C'est un système comportant un émetteur-récepteur de flèches lumineux et deux miroirs parallèles. L'émetteur et le récepteur sont placés sur le miroir inférieur. Cette expérience fait intervenir deux événements, comme nous allons le voir dans le schéma qui suit. L'événement E1 qui est le départ du flash lumineux depuis l'émetteur et l'événement E2 qui est le retour du même flash lumineux sur le récepteur. Alors voici un peu le dispositif. On se trouve dans la navette avec un observateur O1 en possession d'une horloge H1 et qui va mesurer la durée d'aller-retour du flash lumineux. C'est-à-dire l'aller-retour faisant une distance égale à 2D. Alors l'événement E1, c'est l'émission du flash lumineux, et l'événement E2, c'est la réception. On appellera delta TP l'intervalle de temps entre l'événement E1 et l'événement E2. Un observateur O2. Alors maintenant, extérieur à la navette, par exemple, depuis qui est placé dans le référentiel terrestre, par exemple, mesure, cette fois-ci observe le même phénomène, et cette fois-ci, il ne voit plus le rayon lumineux vertical monter et descendre, il le voit incliné. Et évidemment, il le voit incliné parce que la navette avance, et c'est ce qui incline le rayon. Donc autrement dit, l'observateur O2 va mesurer l'intervalle de temps entre les événements E1 et E2. Donc cet intervalle de temps delta Tm, c'est le temps mis par la lumière pour parcourir la distance L plus L, c'est-à-dire 2L. Voilà. Alors, on introduit un peu de vocabulaire de la leçon en fait, du chapitre. La notion d'événement, qui a déjà été introduite, c'est un fait qui a lieu dans un point donné à un instant donné. La notion de durée ou de temps, c'est l'intervalle de temps entre deux événements. La notion de temps propre ou de durée propre, notée delta Tp, c'est la durée séparant deux événements et ayant lieu au même endroit du référentiel d'observation RP, appelé référentiel propre. Ça, c'est une définition à connaître. Delta Tp est appelé, c'est un temps propre. Le temps mesuré ou durée mesurée, noté delta Tm, c'est la durée séparant deux événements n'ayant pas lieu au même endroit du référentiel d'observation RM, appelé référentiel de mesure. Delta Tm est un temps mesuré, évidemment. Alors, regardons un petit peu, essayons d'exploiter cette expérience pour en tirer le caractère relatif du temps. Alors, pour cela, plusieurs questions qui vont guider un petit peu le raisonnement. Question 1, dans l'expérience de l'horloge de lumière, dire pourquoi la navette est le référentiel propre et pourquoi le référentiel terrestre est le référentiel de mesure. Alors, maintenant, regardons donc le référentiel de la navette. Les événements E1 et E2 pour l'observateur du référentiel de la navette, c'est-à-dire émission du flash et réception au retour, ont lieu au même endroit de la navette. Donc la navette est un référentiel. Maintenant, du point de vue de l'observateur O2, les événements E1 et E2, c'est-à-dire du point de vue du référentiel terrestre, les événements E1 et E2 n'ont pas lieu au même endroit, visiblement. Donc le référentiel terrestre est un référentiel de mesure. Question 2. En utilisant le postulat d'Einstein, montrer que la durée propre séparant
les événements E1 et E2 dans RP et la durée mesurée séparant les événements E1 et E2 dans RM sont différents. Alors regardons un petit peu, on va donner l'expression de la durée delta Tp d'aller-retour de la lumière vue depuis le référentiel de la navette. Dans RP, delta Tp, c'est le temps mis par la lumière pour parcourir la distance d plus d, c'est-à-dire 2d, à la vitesse petit c, c'est-à-dire la vitesse de la lumière dans le vide. Alors à ce moment-là, d'après la définition de la célérité, delta Tp, c'est distance sur célérité, c'est-à-dire distance parcourue par la lumière 2d divisé par c. Maintenant, du point de vue du référentiel terrestre, c'est-à-dire dans RM. Delta Tm, c'est la durée mesurée, pas la durée que met la lumière pour parcourir la distance L plus L vue par l'observateur O1 dans RP. Et donc, cette distance est parcourue à la même vitesse C que dans RP. Tout cela d'après le postulat d'Einstein. Et oui, parce que la célérité de la lumière dans le vide est la même dans le référentiel RP et dans le référentiel RM, puisque la vitesse de la lumière dans le vide est la même dans tous les référentiels. Conclusion, la distance 2L a été parcourue à la célérité C aussi dans le référentiel terrestre, référentiel RM, donc delta Tm égale 2L sur C. Alors pourquoi delta Tm et delta Tp sont différentes? Eh bien parce que le numérateur 2D est différent du numérateur 2L des expressions respectives de delta Tp et delta Tm. C'est normal, puisque D, c'est grosso modo, c'est un côté de l'angle droit de ce triangle rectangle que vous suivez avec le pointeur, et L, c'est l'hypoténuse. Alors c'est normal, là, un côté de l'angle droit est strictement différent de l'hypoténuse. Donc, comme les numérateurs sont différents, delta Tm et delta Tp sont différents. Question 3. Pourquoi cette expérience permet-elle d'en déduire que le temps est relatif? Alors, les durées delta Tp et delta Tm sont différentes, donc ça veut dire que le temps ne s'écoule pas de la même façon dans le référentiel de la navette, c'est-à-dire RP, et dans le référentiel terrestre. Ça veut dire que le temps dépend du référentiel, il est relatif à un référentiel. On dit que le temps a un caractère relatif. Question 4. Comparez la durée propre delta Tp et la durée mesurée delta Tm, c'est-à-dire laquelle est supérieure à l'autre ou laquelle est inférieure à l'autre. Alors, on a vu tout à l'heure que delta Tp égale 2D sur C et que delta Tm égale 2L sur C. Or, le petit d qui est ici, vous voyez, il est strictement inférieur à L. Donc, le numérateur de D est inférieur au numérateur 2L. Conclusion, delta Tp est inférieur à delta Tm, vu qu'il y a le même dénominateur, C. Postulat d'Einstein. Une durée propre est donc toujours strictement inférieure à une durée mesurée, delta Tp inférieure à delta Tm. Question 5. Pourquoi peut-on appeler ce phénomène dilatation des durées? Alors, on a vu que delta Tp était strictement inférieur à delta Tm, on l'a démontré. Cela signifie que lorsque l'on passe du référentiel propre RP au référentiel de mesure RM, le temps qui s'écoule entre les deux mêmes événements E1 et E2 augmente. Delta Tp inférieur à delta Tm. On dit que le temps se dilate, ou encore qu'il y a dilatation des durées. C'est un phénomène essentiel dans la théorie de la relativité et un mot-clé dans le chapitre à retenir et il faut connaître sa signification. Question 6. Dans quel référentiel RM ou RP le temps s'écoule-t-il plus lentement? Expliquez en vous appuyant sur un exemple numérique. Alors on a vu que delta Tp
est strictement inférieur à delta Tm. On répète une n plus unième fois. Supposons par exemple que delta Tp égale 2 secondes et delta Tm égale 3 secondes. C'est bien cohérent puisque 2 secondes inférieur à 3 secondes. Hein. Cela signifie qu'il s'écoule moins de secondes dans le référentiel RP de la navette que dans le référentiel RM, le référentiel terrestre. Donc, ça veut dire que le temps s'écoule plus lentement dans un référentiel propre que dans un référentiel de mesure. Dans lequel des deux référentiels vieillit-on le moins vite? Question bizarre. Si le temps ralentit, hein, donc il ralentit, alors on vieillit moins vite, d'accord? Donc finalement, puisque delta Tp est inférieur à delta Tm, le temps va plus lentement, hein, dans la navette que dans la référentielle terrestre. Donc, on vieillit moins vite dans la navette que dans le référentiel terrestre. C'est-à-dire, on vieillit moins vite dans un référentiel propre que dans un référentiel de mesure. Alors, cela a soulevé un paradoxe, une polémique parmi la communauté des physiciens du début du 19e siècle, parce qu'on s'est posé la question suivante qui suscite un paradoxe appelé paradoxe des jumeaux. Imaginons que deux jumeaux se trouvent sur Terre, il y en a un qui part, qui prend la fusée, qui prend la navette avec une super vitesse, et puis puisque le temps passe moins vite dans la navette munie de son horloge de lumière, eh bien ça veut dire que le jumeau qui est parti, il vieillit moins vite que le jumeau qui est resté. Donc il se peut très bien que si la vitesse est suffisamment grande, eh bien le jumeau qui est dans la navette reste jeune très longtemps, alors que le jumeau qui est resté sur Terre, il vieillit beaucoup plus vite, il a une barbe blanche. Alors on se dit, le jumeau qui est dans la navette, il aimerait bien savoir si son jumeau qui est resté est beaucoup plus vieux que lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de revenir. Donc pour ça, il freine, il s'arrête, il repart en accélérant, il arrive au niveau de la Terre, il freine pour descendre et pour s'arrêter au niveau de son jumeau. Normalement, il devrait trouver que son jumeau a une barbe blanche alors que lui, il est très jeune. Le problème, c'est faux. C'est faux parce que on ne peut pas donner d'explication ici, ça relève de la théorie de la relativité générale. Parce que lorsque le jumeau qui est dans la navette freine pour revenir, son référentiel n'est plus galiléen. Et que la relativité restreinte est valable uniquement dans les référentiels galiléens. Donc à ce moment-là, c'est le gros problème, c'est la théorie de la relativité restreinte n'arrive pas à expliquer que finalement les deux jumeaux en sont au même point. C'est la relativité générale qui permet de lever le paradoxe des jumeaux. Dans quel référentiel RP ou RM les horloges retardent-elles? Expliquez en vous appuyant sur un exemple. Alors, on sait qu'il s'écoule moins de temps dans le référentiel propre, c'est-à-dire dans la navette, par exemple ici, et que dans le référentiel terrestre RM. Donc ça veut dire que les horloges de RP, d'un référentiel propre, retardent par rapport aux horloges d'un référentiel RM, puisqu'il s'écoule moins de temps dans le référentiel RP. Alors ce phénomène est partiellement responsable des retards constatés sur les horloges embarquées à bord des satellites de géolocalisation ou GPS, ce qui est très gênant. En effet, si on veut localiser un objet à la surface de la Terre, eh bien, si il y a ne serait-ce que quelques microsecondes de décalage, de retard de l'horloge embarquée sur le GPS, cela créera une incertitude sur le positionnement de l'ordre de 10 à 11 km, ce qui est tout à fait gênant. On est donc obligé de remettre à l'heure de façon quasi permanente les horloges atomiques embarquées à bord des satellites de géolocalisation. Question 8. Montrez en utilisant la figure ci-après que delta Tm égale un facteur multiplicatif gamma fois delta Tp. Gamma égale 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2 qu'on appelle le coefficient de Lorentz et où grand V est la vitesse de la navette par rapport au référentiel terrestre.
Alors, bon, pour la démo, on vous met un peu sur la voie. Je la ferai pas. Vous essaierez de la mener. On demande d'utiliser le triangle rectangle E1, E', vous voyez, où H est le pied de la perpendiculaire ABC de E', sur la droite E1H. Voilà. Et en appliquant le théorème de Pythagore, et on pensera à tenir compte du fait que la célérité de la lumière pour parcourir 2 ailes est égale à la célérité de la lumière pour parcourir 2D d'après le postulat d'Einstein. Voilà une piste pour démontrer cette fameuse relation qui intervient beaucoup dans les problèmes de terminale. Sur le chapitre 8. Question 8. À partir de la relation ΔTm égale gamma ΔTp, montrer que l'on peut retrouver ΔTm supérieur à ΔTp, c'est-à-dire la relation caractéristique de la dilatation des durées. Alors, petite réponse, on sait que gamma égale 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. Or, V2 sur C2, c'est quelque chose de strictement positif. Donc, 1 moins V2 sur C2 est strictement inférieur à 1. Donc, la racine 1 moins V2 sur C2 est également strictement inférieur à 1. Et comme racine de 1 moins V2 sur C2 se trouve au dénominateur de l'expression de gamma, eh bien c'est que gamma est strictement supérieur à 1. Et comme gamma est strictement supérieur à 1, d'après la relation ΔTm égale gamma ΔTp, on en déduit que ΔTm est strictement supérieur à ΔTp. Donc cette relation-là est bien en cohérence avec le phénomène de dilatation des durées précédemment découvert. La mécanique de Newton est une mécanique valable seulement pour les très faibles vitesses, c'est-à-dire pour des vitesses grand V de la navette très petite devant C, c'est-à-dire telles que grand V sur C, le rapport grand V sur C est négligeable devant 1. Que devient alors la relation ΔTm égale gamma ΔTp dans le cadre de la mécanique de Newton? Petite réponse. On part de l'expression gamma égale 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. En mécanique de Newton, V sur C est négligeable devant 1. Donc V2 sur C2 également. Donc dans l'expression racine de 1 moins V2 sur C2, on va pouvoir assimiler V2 sur C2 à 0, puisque c'est très proche de 0. Donc autrement dit, racine de 1 moins V2 sur C2 est très voisin de 1. Donc, si vous voulez, gamma égale 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2 est lui aussi très voisin de 1. Donc ΔTm est très voisin de ΔTp. Voilà donc, dans le cadre de la mécanique de Newton, ΔTm égale ΔTp. Que dire alors ce que signifie la nouvelle relation obtenue? Une petite réponse. ΔTm est très voisin de ΔTp en mécanique de Newton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps s'écoule de la même façon dans tous les référentiels de galiléens, à condition que leur vitesse relative soit très petite devant C. En mécanique de Newton, on dira que le temps est absolu, ça veut dire que le temps est indépendant du référentiel, on dit qu'il est absolu, et on dira aussi que le caractère relatif du temps, qui, je le signale, existe toujours en mécanique de Newton ou dans la théorie de la relativité, ne peut pas être mis en évidence. Par exemple, si je prends un avion qui se propulse à 300 mètres par seconde, le rapport V sur C, c'est 300 sur 3 millions, d'accord, 300 millions, 3 10 puissance 8. Donc 300 sur 3 10 puissance 8, ça fait 10 moins 6. Et quand je prends V sur C au carré, ça fait 10 moins 6 le tout au carré, c'est-à-dire 10 moins 12. Autrement dit, le V2 sur C2, il vaut 10 moins 12. Donc ça veut dire que l'écart entre ΔTm et ΔTp ne peut être décelé même par les horloges atomiques les plus précises. Autrement dit, il est légitime de considérer qu'en mécanique de Newton, le temps est absolu. Merci et à bientôt.